On est live. On est live, super. Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin, Virgile et moi. On est en train de regarder, les gens se connectent petit à petit. Je vous propose encore 30 secondes et puis on va démarrer. On se regarde dans le blanc des yeux pendant 30 secondes, Chris, ou on reste en silence muet à attendre Non, de voir non, les gens non. commencer à se connecter. C'est à toi de donner les consignes. Moi, je suis l'invité aujourd'hui. Donc, je me plie à toutes tes consignes, toutes tes directions. C'est sympa. Bonjour Stéphanie. Bon, bah, je propose de démarrer alors, hein, et pas de garder de silence. On est ravis de vous accueillir ce matin pour parler de transparence en entreprise. Moi, j'adore cette expression de la politique de l'autruche et je trouve que c'est trop souvent le cas. Voilà, et il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir, qu'on a envie de mettre sous le tapis. Donc, voilà, avec Virgile, on va essayer de soulever les tapis et de vous montrer tout ce qu'il faut aujourd'hui montrer pour bien engager les collaborateurs. Donc, peut-être tu peux te présenter, Virgile, puisque tu es l'invité, je te laisse démarrer. Avec grand plaisir. Donc, je suis Virgile Injard. Moi, je suis CEO et cofondateur de Figures que j'ai fondé il y a 3 ans et une semaine maintenant. Et avant ça, j'ai fait 11 ans de ressources humaines. Donc, là, j'ai commencé dans la rémunération, dont je vais beaucoup parler. Malheureusement ou heureusement. Mais après, j'ai fait des ressources humaines généralistes dans des groupes du CAC 40, chez Criteo. C'était 1000 à 3000 salariés pendant que j'étais là-bas. Et dans une start-up aussi. Donc, j'ai connu un peu, j'ai fait des RH dans des contextes de 30 salariés à 30 000. Et ensuite, j'ai créé Figure il y a 3 ans et j'en parlerai un peu plus par la suite. Top, ben, ravi de faire de partager ce webinaire ensemble ce matin. Donc moi, je suis Merci. Christophe Bergeon, je suis le CEO et cofondateur de Zest, que j'ai créé il y a déjà quelques années aussi. Et on s'était croisés d'ailleurs avec Virgile, parce que moi, j'étais dans les SIRH il y a pas mal d'années chez Taleo à l'époque. Et voilà, j'ai créé Zest aussi pour offrir un outil beaucoup plus à la main des collaborateurs et des managers pour mieux les comprendre, mieux les écouter, mieux les engager. Voilà, et ravi d'être avec vous ce matin. Alors, pour démarrer sur cette transparence, hein, on va beaucoup parler évidemment avec Virgile aussi de la transparence sur les salaires, qui est un point fondamental et souvent un sujet d'ailleurs, nous, quand on parle d'engagement, les clients nous disent « Ouh là là, mais je sais ce que vont me dire les collaborateurs, c'est je veux être payé plus ». Voilà, donc, évidemment, c'est un sujet important et on ne va pas le mettre de côté et vous allez le voir tout de suite, mais ce n'est pas le seul sujet. Voilà, et en tout cas, cette transparence, elle va avoir un impact sur la motivation, l'engagement, sur votre marque employeur, hein, parce que c'est clair que plus vous allez partager ça, plus vous aurez un impact fort et une attractivité de votre entreprise. Et puis, de plus en plus, il y a un sentiment d'inéquité qui est insupportable chez les collaborateurs, donc sur lequel sujet qu'il faut absolument traiter. Alors, quand on parle de salaire, évidemment, je pense que Virgile, tu as pas mal de choses à dire sur le sujet. Oui, ben, il faut savoir, c'est que le salaire, ça reste quand même, c'est un levier parmi d'autres, mais ça reste souvent un facteur important, alors de motivation, d'attraction, mais surtout de démotivation, en fait. Et quand même, quand on regarde différentes études, on avait une étude Gallup qui disait que les salariés, c'est que 34% des salariés disent la principale source de satisfaction au travail, c'est le salaire. Je trouvais ça intéressant, cette étude de satisfaction via le salaire. Ce que je trouvais mieux comme angle, c'est l'étude LinkedIn d'il y a 6 mois là, disait que les employés disent que la rémunération et les avantages, donc compensation and benefits, c'était leur sujet de leur priorité numéro une au sein de quand ils choisissaient un travail. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois, le côté que ça m'a un peu surpris le fait que ce soit un vecteur de satisfaction. Moi, ce que je crois beaucoup et ce que je vois beaucoup, c'est que c'est souvent un facteur enfin, c'est une étape à valider. On veut s'assurer qu'on a un salaire suffisant. On veut s'assurer que cette case-là est cochée et après, on va chercher autre chose. Et je pense que tu reviendras sur ces autres choses juste après, Chris. Mais ce qui est important, et ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que au-delà des salaires minimums, au-delà des gens qui sont au salaire plus faible, pour lequel évidemment les montants et chaque euro compte énormément, quand on commence à monter un peu plus dans les salaires, quand on arrive sur des postes cadres par exemple, c'est pas forcément le montant qui a le plus gros facteur de motivation, c'est le sentiment d'équité et d'inéquité. Donc ça, il y a une étude dont on parle de Josh Bersin, qui est un gros cabinet d'analystes américains, un des plus gros au monde, qui a mené une étude là-dessus, et qui dit qu'en fait, c'est pas tant à partir d'un certain montant minimum,
c'est pas tant le montant qui importe, c'est le sentiment d'équité ou d'inéquité en facteur de démotivation. C'est plus à partir d'un certain montant, c'est pas avoir 1000 euros de plus qui va changer la motivation des salariés, mais se dire, en fait, est-ce que j'ai l'impression que je suis traité de manière équitable? Est-ce que je suis traité de manière équitable par rapport au reste du marché? Est-ce que mon salaire est au marché? Est-ce que je suis traité de manière équitable en interne? Et ça, c'est beaucoup plus important sur la motivation ou sur la démotivation, encore une fois, des sentiments d'être traité de manière inéquitable. Ça a un énorme impact sur une démotivation ou le désengagement dont on reviendra un peu après. Mais, donc c'est ça que j'aimais bien dire, c'est avoir un salaire suffisant, on coche une case. Et ensuite, dans les facteurs de motivation et motivation, démotivation, c'est plutôt le salaire, à partir d'un certain niveau de salaire, le montant, je veux dire, c'est le sentiment d'équité et d'inéquité. Et je reviendrai dessus un peu après, mais c'est pas un des seuls critères, parce que je pense que Chris, il y a pas mal d'autres enjeux autour de la motivation et l'engagement. Ouais, clairement. J'aime bien partager cette étude assez récente d'ailleurs du BCG, hein, qui montre les causes principales de départ de collaborateurs en France. Alors c'est plutôt sur des populations de terrain, mais ça s'applique à quasiment l'ensemble de la population. On retrouve des chiffres équivalents. On voit bien qu'un sujet fondamental, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait pour que je puisse me développer. Donc c'est vraiment l'évolution de carrière. Voilà, qu'est-ce que j'y trouve, hein, c'est le sentiment de développement dans mon travail et puis mon équilibre vie pro vie privée, hein, qui a pris de plus en plus d'importance. Et le salaire n'arrive qu'en troisième position, on le voit bien, hein, donc voilà, c'est un sujet important. Faut pas mettre sous le tapis, encore une fois, mais c'est pas le sujet principal. Donc on peut pas dire je veux pas demander aux collaborateurs ce qu'ils pensent et ce que je fais bien et pas bien juste parce que je pense qu'ils vont me demander des augmentations. Enfin, voilà, c'est un réflexe qui est totalement à bannir. Les leviers principaux que nous on mesure, hein, clairement, c'est, on l'a dit, mes perspectives de carrière, mais c'est aussi la reconnaissance. J'attends que l'entreprise et mon manager en particulier, ma ligne managériale, reconnaisse mon travail. C'est comme ça que je suis engagé, c'est comme ça que je donne le maximum de moi-même. Par rapport à ces leviers, évidemment, il y a des sujets fondamentaux qui vont nous permettre de développer ces leviers, qui sont de la conversation continue. Hein. Alors déjà, évidemment, la mesure, on améliore que ce qu'on mesure, hein, donc il faut commencer par là. Et le mesurer fréquemment, c'est un point fondamental. Ensuite, pouvoir échanger avec son manager, avec ses équipes en permanence. Et évidemment, la culture de l'entreprise, elle va être un fond, un terreau fondamental pour que ça marche ou que ça marche pas. On va aussi rejoindre une culture d'entreprise. Alors, c'est important. Ouais, je reprends la main sur le côté. En fait, ce qu'on disait, c'était donc on parlait de levier d'engagement, de désengagement. On parlait beaucoup de ce que les entreprises peuvent faire ou ce qu'elles ne doivent pas faire pour engager et motiver les salariés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est plus des initiatives que l'entreprise peut prendre. Mais bientôt, ce sera plus qu'un sujet d'initiative ou pas, de est-ce que l'entreprise veut le faire ou pas, parce que bientôt, ce sera un sujet légal. Pourquoi ce sera un sujet légal? Parce que le 30 mars dernier a été votée une directive européenne sur la transparence des salaires. C'est à l'issue d'un groupe de travail qui a commencé de mémoire en 2019, qui a planché sur un projet de loi en 2021. Et le groupe de travail, la thématique du groupe de travail, c'est pas la transparence des salaires en tant que telle, c'est l'égalité salariale homme-femme. Donc ce groupe de travail européen a accouché de mesures, une liste de mesures dont je vais parler. Vous êtes tous en train de les lire et plus m'écouter de toute façon. Mais c'était vraiment avec comme sujet principal la réduction des inégalités de salaire homme-femme. C'est important de le garder en contexte. Qu'est-ce qu'elle contient, cette directive européenne? Celle qui fait le plus parler, c'est qu'elle va obliger les employeurs, au minimum de plus de 100 salariés, à publier les fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. Alors, dès qu'on mettra un job en externe, on devra mettre une fourchette de salaire applicable. Alors ça, c'est le changement dont on parle beaucoup. On parle beaucoup parce que ça fait peur à pas mal d'entreprises. On en parle beaucoup parce que ça fait un effet miroir à ce qui se passe aux États-Unis depuis la fin de l'an dernier, où les États de New York et de Californie ont mis en place de telles lois. Maintenant, depuis, il y a 3 autres États qui l'ont mis en place. C'est vraiment un raz-de-marée dans tout le reste des États-Unis. Il y a Indeed qui montrait que moi, ça m'a surpris qu'il y avait déjà 40% des offres d'emploi qui contenaient des fourchettes de salaire maintenant aux États-Unis. Ça va devenir la norme. Et ça va devenir la norme en Europe. Et donc, ça arrive. Premier sujet, affichage des fourchettes de salaire. Le deuxième sujet, qui est super intéressant aussi, c'est le droit à l'information des salariés. C'est-à-dire qu'un salarié actuellement, dans cette époque, et même l'époque historique de la boîte noire autour de la rémunération, si un salarié se dit « mais moi j'ai l'impression que je suis moins bien payé que mes collègues », il peut aller voir l'entreprise et dire « mais est-ce que vraiment je suis moins bien payé ?» L'entreprise n'a pas à lui répondre. Par contre, qu'est-ce que peut faire le salarié? C'est aller parler à ses collègues. Mais en France, on n'a pas trop cette culture-là quand même d'aller parler de salaire.
Contrairement d'ailleurs aux États-Unis, ce qui est intéressant. Maintenant, avec la directive européenne, les salariés vont pouvoir poser des questions à l'employeur de comment est-ce que je suis rémunéré comparé aux gens qui sont sur les mêmes postes. Ils font le même travail que moi. Et l'entreprise aura 2 mois pour répondre à cette personne. Troisième changement, toutes les entreprises devront publier leurs écarts de salaire hommes-femmes, et non plus seulement l'index EGAPRO, avec ce score sur 100 un peu nébuleux, qu'au final est pas du tout compris ou utilisé vraiment par les candidats et candidates. Enfin, dites-nous dans les commentaires si vous, c'est un énorme vecteur de marque employeur où les candidats vous demandent votre score index EGAPRO. Je pense que personne ne comprend vraiment. Personne ne comprend vraiment comment il est calculé. Maintenant, ce sera très clair. Hein. Ce sera les écarts de salaire hommes-femmes. Ça, les gens vont bien plus comprendre ça que l'index EGAPRO. Et si plus de 5%, obligation de mettre en place des mesures correctives et de discuter avec le représentant du personnel de ces mesures. Le quatrième point, il est fondamental aussi dans les risques que vont porter les entreprises qui ont des inégalités salariales en interne. C'est le renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, un salarié, s'il pense qu'il est discriminé, il doit attaquer l'entreprise en justice, il doit amener les preuves de sa discrimination salariale. C'est quand même souvent pas facile. Demain, si un salarié attaque l'entreprise en justice, ce sera à l'entreprise de montrer qu'il n'y a pas eu de discrimination salariale. C'est-à-dire que toutes les décisions de salaire, depuis l'offre d'arrivée dans l'entreprise et toutes les augmentations par la suite, ont été faites de manière objective et non discriminante. Si elle est coupable, l'entreprise devra payer des pénalités et rattraper tous les écarts perçus de discrimination salariale. Cet impact-là, il est énorme pour moi. Il fait beaucoup moins parler de celui des fourchettes de salaire, mais les risques portés par l'entreprise vont être énormes. Alors et nous, enfin, je fais une aparté, mais nous, évidemment, on fait aussi de l'entretien annuel chez Zest ou des points réguliers. Et c'est un des sujets fondamentaux, c'est l'entretien annuel et la frustration du collaborateur. C'est qu'à la fin, moi, ce que je veux savoir, c'est mon pourcentage d'augmentation. Donc, le fait de bien le supporter, de bien l'expliciter est assez fondamental. Et plus on est dans cette conversation continue, plus c'est finalement simple. Et on l'avait dit, en fait, pour l'instant, c'est un risque de démotivation. Si le salarié ne comprend pas comment, pourquoi il est augmenté ou pas augmenté, c'est un risque de démotivation. Demain, ce sera un risque juridique assez fort et assez énorme. C'est-à-dire que toute décision devrait être justifiée. Et dès le salaire d'embauche. Pour moi, c'est celle qui me fait réfléchir le plus et qui, à mon avis, auquel les entreprises pensent le moins pour l'instant. Et le dernier point, on va voir s'il sera vraiment appliqué. Ce sera l'interdiction formelle de demander aux candidats et aux candidates quel est votre salaire actuel lors d'un processus de recrutement. Ce qui, par ailleurs, est une question qui n'avait aucune raison valable d'exister. Hein. C'est un autre débat, mais maintenant, elle sera formellement interdite de la poser. Et donc, ça, c'est le contexte légal. C'est une directive européenne, c'est-à-dire que tous les États membres ont au plus 3 ans pour les transformer en loi, mais ça peut être fait dès l'an prochain. Et vu le positionnement de l'État français sur la réduction des inégalités au niveau légal, en tout cas, il y a des chances qu'il s'y attaque plutôt tôt que tard. Et ça va complètement se transformer, en fait, ce sujet, le sujet de la transparence. Parce que là, ça a pu être un sujet de est-ce qu'on veut le faire ou pas pour l'engagement, la motivation, mais ça va être un sujet légal. Et donc là-dessus, clairement, il faudra que les entreprises se préoccupent de ce sujet-là, mais pas que quand ce sera un sujet légal, à mon avis, parce que le marché est en train de changer. Quand je prends juste les exemples des fourchettes de salaire, le marché est en train de changer maintenant, avec l'influence des États-Unis. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent en ordre de marche de publier les fourchettes de salaire, etc. Et je pense que les entreprises qui attendent que ce soit une loi pour agir vont avoir des risques au niveau marque employeur pour l'attraction des candidats. Déjà aux États-Unis, c'est 2 fois moins de candidatures si on ne publie pas les fourchettes de salaire à l'heure actuelle. Et ce sera le cas très vite en France. Et 2, des risques de désengagement. Si on est parmi les dernières entreprises à mettre en avant, à faire ce pas en avant pour la transparence, on va avoir des risques de désengagement. Et le désengagement, ça coûte cher. Chris, je te laisse en donner quelques mots. Ouais, clairement. C'est un point fondamental. J'allais rebondir sur le fait le droit à l'information. Enfin, nous, on le voit déjà par rapport à ce que tu disais. Dans nos startups, je pensais à la même chose chez toi, mais voilà, les collaborateurs se parlent de plus en plus de salaire. C'était pas le cas même si je suis un peu plus âgé dans ma génération, on n'en parlait quasiment pas. Voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a vraiment une transparence totale et un besoin d'échanger et d'être sûr de cette équité dont on parlait tout à l'heure. Et au-delà de tout ça, c'est si vous mesurez pas, si vous n'essayez pas de comprendre là où ça va et ça va pas bien, il y a un coût du désengagement qui est fatal pour les entreprises. On mesure cela en termes de profitabilité, à 35 000 euros, ce qui est énorme par employé et par an. Voilà. La différence entre une entreprise qui est performante sur l'engagement et la transparence et une autre qui ne l'est pas.
Et au cœur de tout ça, évidemment, on a la relation manager-manager parce que souvent, on quitte plutôt un manager qu'une entreprise. Donc, il est fondamental qu'on mesure aussi la performance de notre chaîne managériale. Donc, l'écoute, la mesure de l'engagement, qui a plusieurs piliers, plusieurs leviers, il faut absolument être capable de la monitorer de manière très fréquente et en tout cas beaucoup plus fréquente que ce qui était fait aujourd'hui dans la plupart, qui est encore fait parfois aujourd'hui dans la plupart des organisations qui le font parfois qu'une fois par an, ce qui est totalement insuffisant. Alors nous, comment on le fait chez Zest, hein, juste, c'est le petit instant pub entre guillemets, mais juste vous expliquer ce qu'on fait peut-être et comment on vous aide à afficher plus de transparence et plus d'efficacité, parce que c'est ça aussi le propos. Nous, principalement, ce qu'on fait chez Zest, c'est qu'on mesure de manière scientifique l'engagement. Vous le voyez là, il y a une copie d'écran de ce qu'on appelle une carte de chaleur. Donc, sur 6 leviers, on est capable aujourd'hui de vous dire, à tel endroit, voilà ce qui fonctionne moins bien, ou dans telle équipe, dans tel BU, dans tel pays. Et c'est un véritable outil managérial. Donc derrière, vont remonter les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques et vous permettre de prendre des décisions en tant qu'entreprise qui vont directement affecter votre bottom line et l'efficacité de l'entreprise. Voilà. Et quelque part, nous, évidemment, on cherche à la fois à mesurer ça, mais aussi à rendre le collaborateur plus épanoui, parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire, quelque part, il y a un cercle vertueux de l'engagement. On le mesure, on le partage, on l'explique et on met en place des plans d'action pour l'améliorer. Voilà. Donc, ce cercle vertueux permet à un moment donné d'avoir des collaborateurs dont le niveau d'engagement et de performance va augmenter de manière assez mathématique et pour le bénéfice de tout le monde, en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. Voilà. Et au-delà de cette mesure de l'engagement, qui est scientifique, je pense qu'il faut aussi changer nos rituels. On en a parlé un peu au début de ce webinaire, avec beaucoup plus de conversation continue pour s'intéresser aux collaborateurs, lui faire plus de reconnaissance. Et ça va être aussi travailler sur d'autres leviers que le salaire, mais qui sont fondamentaux pour lui. Alors, tu peux peut-être expliquer à ton tour, Virgile, Ouais, j'explique rapidement comment vous faites chez vous. Ouais, chez Figure, donc le premier point qu'on fait chez Figure, on a des entreprises à comparer leur propre salaire avec le salaire du reste du marché, avec des données agrégées de plus de 1200 entreprises. Donc on agrège les données depuis les systèmes RH des entreprises, ça fait des données de marché, les entreprises peuvent comparer leur salaire, peuvent auditer leurs écarts de salaire hommes-femmes, donc en lien avec la directive à venir, etc., ce qui peut être très intéressant, encore une fois, indépendamment de la directive, de le faire déjà, de se préoccuper de quel est l'état au niveau égalité salariale homme-femme au sein de mon organisation. Surtout actuellement, j'en profite pour mentionner que derrière la dernière lauréate du prix Nobel de l'économie, elle vient d'être annoncée hier avant-hier. C'était une femme, donc qui a gagné, qui surpousse son travail sur l'égalité salariale homme-femme. Donc au-delà de la directive, je tenais à souligner ce fait-là marquant qui montre un peu le changement, parce que c'est un bouquin sur la base d'un travail qu'elle a fait principalement en 1990. Donc en fait, elle obtient un prix Nobel 30 ans plus tard, mais ce qui montre comment le sujet gagne en importance et comment les entreprises doivent s'en préoccuper. Et le dernier point, rapidement, donc nous, on permet aux entreprises de collaborer en fait autour des sujets des salaires, notamment les sujets des grilles de salaire, parce que le problème de la collaboration dans la rémunération, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils pour le faire. Moi, historiquement, comme pas mal de gens ici, j'ai toujours fait mes grilles de salaire, mes fourchettes de salaire dans Excel. Et dès qu'il s'agit de commencer à collaborer autour d'Excel, de partager une partie des fourchettes de salaire au manager, le positionnement des employés au sein de cette fourchette de salaire, c'est un enfer. C'est ce qu'on essaye de corriger avec Figure actuellement. Et j'en profite là-dessus pour, en attendant d'avoir des questions, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à le prendre, pour faire une aparté, parce que, faire pas une aparté, mais rebondir un peu sur tout ce qu'on a dit, et notamment ce que j'ai dit sur la directive européenne à venir. Ça, c'est dans 3 ans. Et je rencontre des gens qui me disent, bon, 3 ans, c'est quand même, c'est dans 3 ans maximum. Mais 3 ans, c'est loin. On attend de voir sortir le projet de loi en France, etc. Sauf que pour la plupart des entreprises, et une partie des entreprises qui sont ici, encore une fois, ce sera pas qu'un sujet de loi et de compliance, d'ailleurs se mettre aux normes par rapport aux lois à venir, ça va devenir des normes de marché. Et vraiment, ça va devenir des normes de marché. Ce qui va se passer, je veux dire, dans l'année à venir, c'est les premières entreprises qui vont arriver, commencer à communiquer sur leur fourchette de salaire, à communiquer sur leurs écarts de salaire.
Et ça, ces entreprises-là, celles qui vont être pionnières sur ces sujets-là, en externe, elles vont avoir un énorme boost de marque employeur. Parce que il y a une fenêtre d'opportunité d'être dans les premiers à saisir cette opportunité, d'être plus transparent que la norme, à arrêter ces tabous-là. Sachant que c'est inévitable, pourquoi attendre le dernier moment pour le faire et pourquoi pas s'en emparer et être parmi les premiers? Les premiers vont avoir un énorme effet de marque employeur dans un monde où il y a actuellement la moitié des entreprises qui disent qu'ils ont du mal à avoir des gens pour leur poste ouvert. Être dans les premiers, ça va aider la marque employeur, ça va aider la rétention, etc. Donc vraiment, j'encourage toutes les entreprises à ne pas se dire c'est un sujet 2025-2026, à se dire est-ce que je pourrais pas, avec mon entreprise, être dans les premiers à m'emparer de ce sujet de la transparence salariale, mais pas que, et gagner en marque employeur, gagner en engagement de mes collaborateurs. Et ça, vraiment, moi, je énormément porteur de ce message-là pour les entreprises. N'attendez pas trop. Vous avez une fenêtre d'opportunité d'être parmi les leaders dans ce sujet-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Chris, mais moi, ça me paraît évident comme opportunité. Non, mais tu as tout à fait raison. Je voulais rebondir là-dessus. Enfin, c'est absolument fondamental. On se rend pas compte. Alors moi, je prêche depuis plusieurs années, mais je trouve qu'on a énormément d'informations pour prendre un peu de hauteur sur ce que fait une entreprise, c'est-à-dire sur ses chiffres. Hein. Il a un beau CRM, un outil de marketing. En temps réel, on sait combien on a de prise de commande, mais on est incapable de savoir l'état d'esprit de ses troupes. En fait, ce qui marche pas, est-ce qu'on les engage, est-ce qu'on les engage pas, voilà. Donc encore une fois, il faut être dans les premiers. Et dans un contexte de guerre des talents où on n'arrive pas à recruter, eh bien, effectivement, tu as raison, Virgile, il faut être transparent sur les salaires, il faut être transparent sur sa politique d'engagement, sur les bonnes pratiques de l'entreprise. Et ce qu'on ne fait pas assez, c'est le lien, le ROI sur ces sujets-là, parce que le ROI, il est énorme pour les entreprises et c'est un retour sur investissement. Quand on parle de ROI, pardon, c'est un acronyme anglo-saxon que j'utilise, mais ce retour sur investissement, il est souvent de quelques mois. Donc voilà, pourquoi ne pas l'utiliser? Nous, on a créé à la demande de nos clients des labels de bonnes pratiques pour pouvoir partager son score d'engagement, pour pouvoir partager ce que fait un Chantel, par exemple, ou un Système U, la qualité de la relation manager-manager. C'est fondamental que vous puissiez montrer ça. Et donc, c'est aussi l'égalité homme-femme sur les salaires, le positionnement de vos grilles, toutes les bonnes pratiques que vous utilisez, il faut absolument les partager. Voilà. Et c'est ça qui, au final, va rendre votre entreprise, va la positionner en haut de la pile, dans les meilleurs quartiles, et va la rendre beaucoup plus compétitive. Et aujourd'hui, ce qui fait la compétitivité de vos entreprises, ce sont quand même les hommes et les femmes qui les composent. Oui, ça, en attendant je sais pas si les gens, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, qu'on prévoit du temps pour y répondre à ce sujet-là. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que pour la plupart des entreprises, les gens et les employés, enfin les talents, c'est 60 à même quasiment 80% pour les entreprises tech de leur centre de coût, de leurs dépenses. Donc c'est intéressant, des fois, ce manque de contrôle sur ce qui est l'aspect le plus important de la plupart des entreprises, sont les gens qui les composent et les talents au sein de cette entreprise-là. Donc je pense que c'est un enjeu vital pour les entreprises d'essayer vraiment d'œuvrer à la rétention et à l'engagement de leurs collaborateurs et collaboratrices. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, encore une fois, sur le sujet de la transparence, ou si vous avez progressé sur le sujet de la transparence, si vous avez des questions autour de tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais Si vous voulez sinon, partager vos bonnes pratiques aussi. aussi. Si- Sinon, en attendant les questions, j'avais un point qui était important parce qu'évidemment, moi, il est très simple pour moi de continuer de parler de transparence salariale, notamment avec le contexte légal à venir. Mais je pense que il y a un sujet plus large que la transparence juste sur les salaires, c'est de se rendre un peu plus ouvert auprès des employés et parfois un peu plus vulnérable sur l'entreprise en elle-même, des décisions stratégiques, potentiellement la santé de l'entreprise, etc. Et je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, on est dans une ère où, indépendamment des lois à venir, je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qui est les gens ont de plus en plus envie de savoir. On parle de l'ère du citoyen informé. Les gens demandent à avoir accès à l'information, demandent à avoir accès à plus de transparence. Les gens culturellement ont moins peur de poser des questions. Je pense que moi, je suis pas très génération X, Y, etc. En tout cas, ça me parle moins ces théories-là. Mais forcé de constater
que les nouvelles générations ont moins peur de parler de ces sujets-là, ont moins peur de poser des questions et de confronter les entreprises. Et je pense que le sujet ne s'arrête pas uniquement à la transparence salariale. Je pense que la plupart des entreprises vont de plus en plus faire face à des questions, vont pouvoir s'emparer de est-ce qu'on peut être transparent sur la santé de l'entreprise, la santé financière, certains sujets, le raisonnement derrière certaines prises de décision, etc. Et je pense il y a des choses à faire de ce côté-là, amener plus de transparence là-dedans. Ah, mais il y a Stéphanie qui parle évidemment de ce qu'ils font chez Mojo, et qui est la transparence des salaires. Et Mojo sont historiquement très engagés là-dedans. On le sait très bien. Et Stéphanie a fait un superbe travail sur ce sujet d'amener de la transparence là-dedans. Et notamment la transparence individuelle. Je sais pas si tu as une opinion sur la transparence individuelle, Chris, des salaires. Bah moi, j'en ai toujours eu un peu peur, hein, je suis honnête. Voilà, maintenant, elle s'impose à moi parce que dans l'entreprise, finalement, tout le monde sait le salaire de tout le monde quasiment. Donc, on pourrait l'afficher sur un Notion ou euh, voilà. Et finalement, les écarts de salaire sont pas si importants que ça. Donc, on a tout à gagner, à mon avis, à cette transparence. Ça ne change pas grand-chose. Euh, voilà, et ça rend les parcours plus fluides, ça enlève plein de débats inutiles et de perte de temps. Donc, moi maintenant, je suis adepte de cette transparence. Mais alors, avant de prendre le sujet, je pense qu'il y a une superbe question d'Aurélie sur le sujet. Alors nous, on est Ouais. en transparence complète, comme Stéphanie et comme Mojo, donc tout le monde sait, connaît le salaire des uns des autres chez Figure. Ça ne veut pas dire pour autant que je le conseille à toutes les entreprises. Parce que je pense que c'est un choix. Alors déjà, je connais deux entreprises qui ont voulu aller vers la transparence qu'on appelle nous la transparence complète, la transparence totale des salaires, et qui en fait ont dit avant de le faire, nous on l'a fait depuis le début. Donc les gens qui nous rejoignaient savaient que c'était un prérequis à une conviction forte de la boîte, mais les gens qui ne l'avaient pas fait dès le début, qui ont voulu changer, je connais deux entreprises qui ont demandé aux salariés est-ce que vous avez envie de le faire. Ils ont eu trop de gens qui n'étaient pas à l'aise, ils l'ont pas fait. Et ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas à l'aise. Un, tout le monde y pense, et j'ai pas forcément envie d'en savoir que les autres sachent combien je gagne, parce que la plupart des gens ne pensent pas. Ce à quoi la plupart des gens ne pensent pas, c'est qu'il y a eu aussi des gens qui ont répondu, mais moi je pense que j'ai pas envie de savoir ce que gagnent les autres. Parce qu'en fait, le salaire, c'est pas un sujet, et c'est tout le nom pour figures, derrière le jeu figure, c'est le jeu de mots, derrière figure qui présente un peu les visages, une silhouette en anglais et les chiffres. C'est des gens, c'est leurs attentes, leurs besoins de reconnaissance, leurs frustrations, leurs besoins de comparaison. Il y a des gens qui sont pas à l'aise à savoir le salaire des autres. Et nous, d'ailleurs, dans ce contexte de complète transparence, dans mon entreprise d'avant, on était aussi en transparence totale. Je sais qu'il y avait des gens qui se rendaient malades à aller regarder les salaires des uns des autres tout le temps. Et donc, c'est pas un sujet facile quand même. Pour ceux qui l'ont fait justement, pour répondre à Aurélie, est-ce que ça a un impact quand tu es en totale transparence sur les salaires? Est-ce que ça a un effet de hausse des salaires ou pas? Alors, c'est super intéressant parce que j'allais prendre la question d'Aurélie. Il y a une étude récente qui est sortie dans le monde, et j'ai passé d'ailleurs ma soirée d'hier à déplucher le papier scientifique pour publier dans un journal économique. Donc je vous fais la description totale hier sur LinkedIn, j'ai passé toute ma soirée à ça. Une étude qui montrait qu'en cas de transparence individuelle des salaires, avec de la transparence individuelle des salaires accrue, les salaires ont plutôt tendance à baisser. Alors, c'est une étude qui a été faite, je mets tout de suite les astérisques avant de parler. C'est aux États-Unis, une combinaison, une méta-étude de 7 études différentes ou 8 études différentes, plus une étude un peu statistique sur un modèle théorique. Mais en gros, leur conclusion, c'est dans un contexte de transparence individuelle et de faibles taux de syndicalisation, parce qu'ils ont fait aux États-Unis dans des contextes où, dans des endroits où il y a très peu de représentation de personnel, il y a très peu de gens qui sont syndiqués, donc c'est vraiment la culture très américaine, un peu chacun pour soi, négociation individuelle, c'est vraiment la culture qui est assez différente d'ici. Ils disent que le fait qu'il y ait de la transparence individuelle, ça tire les salaires vers le bas. Pourquoi? Parce que les salaires les plus faibles remontent. Ah ben moi, pourquoi je suis payé moins que les collègues et l'entreprise se retrouve un peu obligée de remonter les salaires, mais que l'entreprise a plus de raisons de refuser les demandes de négociation des gens qui ont des demandes élevées pour dire ah non, moi je peux pas te donner ça parce que si tout le monde est à ça, moi si je te donne ça, ça met le bazar dans mon entreprise. Donc les gens, et en moyenne les hommes, ont tendance à moins obtenir leurs demandes élevées de négociation, et donc les salaires les plus hauts baissent, ou en tout cas montent moins vite, les salaires les plus bas remontent, mais en moyenne ça ferait une baisse de 2%. Très Encore une intéressant. fois, marché différent, etc. Mais donc cette peur de la transparence des salariales qui tirait vers les salaires vers le haut, pour l'instant, on n'a pas trop de raison d'y penser et de se voir Aurélie croire que ce serait le cas. Même au contraire, on pourrait se dire, transparence des salaires, en tout cas dans ce contexte-là, ça pourrait tirer les salaires vers le bas.
Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que d'ailleurs, encore une fois, taux de candidature des gens qui publient les fourchettes de salaire aux États-Unis, 2 fois plus de candidatures. Et je pense qu'en France, il y a tellement moins d'entreprises qui le font que d'être plus transparent sur les salaires. Quand on regarde Shine, c'est un cas à part, mais Shine, leur taux de candidature est largement supérieur au reste du marché par le positionnement salarial fort, de transparence salariale fort qu'ils ont en externe. C'est un énorme atout de marque employeur. Moi, je pense qu'il y a des gains à faire là-dedans. Clairement, clairement. Non, enfin, pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur transparence totale ou pas totale sur les salaires, hein, je pense qu'il est important. Nous, on essaie de mesurer à chaque étape de l'expérience collaborateur. On ne mesure pas que l'engagement, mais tout ce qui se passe. C'est hyper important d'avoir des surveys d'offboarding pour comprendre pourquoi les collaborateurs partent, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui n'allait pas. Peut-être est-ce le salaire, mais pas que. Et voilà, et c'est la même chose dans l'onboarding. En fait, dans toute la vie du collaborateur dans l'entreprise, il faut être capable de l'interroger et de bien comprendre où sont les enjeux. Donc, c'est pour moi fondamental pour réengager justement et pour être plus performant. Et il y a une question, c'est intéressant là-dessus, ça fait lien avec ce que tu disais, la question du contexte, de prendre le contexte, ce n'est pas que le salaire, si quelqu'un part, pourquoi, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a loupé là-dedans. 2 remarques là-dedans. La première, nous, je trouve qu'on a la culture du post-mortem. Dès qu'on a un incident technique, un bug sur la plateforme, ou dès qu'on a un départ, on fait un post-mortem. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et on implémente des. Et en fait, à la base, le post-mortem, c'est plus quelque chose qui est utilisé dans le business à la suite de projets loupés ou de bugs techniques. Nous, on l'a implémenté pour les départs. Je trouve ça assez intéressant comme pratique et très sain pour s'améliorer de manière continue. Et pour faire le lien avec Claire, entre ce que tu disais et la question de Claire qui dit en gros, comment on justifie aux gens qui vont venir nous dire, mais moi, en fait, je suis au milieu de la fourchette ou un peu vers le bas, la fourchette, elle est de temps à temps, moi, je suis là, pourquoi je suis pas au-dessus? Et en fait, ça va devenir clé de maîtriser ce discours-là et d'arriver à objectiviser toutes ces décisions de salaire, d'arriver à expliquer, en fait, t'es arrivé à tel endroit parce que, à l'embauche, sur notre fourchette de salaire, on estimait que tu étais plutôt le bas dans le fourchette de salaire par rapport à ton expérience, par rapport à ci, par rapport à ça. Ensuite, les augmentations, on les fait en utilisant, en prenant en compte les comptes rendus des entretiens de performance, en utilisant le positionnement dans la fourchette de salaire, etc. Je pense qu'il va falloir vachement structurer. Je pense que ça va être de plus en plus dur pour les entreprises qui ont des politiques de rémunération du type on donne un budget de X milliers d'euros par manager et ils se débrouillent pour les distribuer. Ça va pas être trop tenable. Parce que derrière, les salariés qui vont avoir le droit à l'information, ils vont dire, en fait, pourquoi moi j'ai eu tant et Pierre a eu tant? Si c'est juste, ah bah, c'est le manager qui a décidé, ça va être intenable. Il faut vraiment objectiviser les décisions de salaire, objectiviser les décisions prises dès le package d'embauche. Et ça, c'est vraiment important, c'est que quand on parle d'historique de rémunération dans la plupart des entreprises actuellement, on suit Chris, il est arrivé à tel package. Il y a 2 ans, il a eu 3% d'augmentation. L'an dernier, il a eu 3,8. Ça, les gens ont tendance à le suivre. Et c'est dans un système RH, etc. Mais ce qu'il va falloir suivre demain, c'est pourquoi Chris est arrivé à ce salaire-là. Pourquoi il a eu 2,5% d'augmentation? Encore une fois, avec la directive européenne et les changements, le renversement de la charge de la preuve, il faudra devoir justifier de toutes ces décisions-là. Et moi, je le dis de manière en rémunération. Souvent, quand j'interviens auprès d'accompagner des plus petites entreprises, je leur dis, la meilleure manière de gérer la rémunération, c'est de se comporter comme si un jour, tout allait fuiter. Et donc, d'être capable de dire qu'un jour, tout va être transparent. Ça vous force à savoir justifier de toutes vos décisions de salaire. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Si à un moment donné, vous arrivez dans, ah bah la personne a bien négocié, ou tu vois, Claire, dans ton cas de figure, ah bah toi, t'es senior dev, t'es que à 50, parce qu'en fait, ouais, bah t'as pas très bien négocié, ou les autres ont mieux négocié, vous êtes mort. Il faut arriver à objectiviser les décisions et suivre l'historique de pourquoi vous avez pris telle et telle décision. Bah, si on tire le trait de ce que tu dis, hein, Virgile, c'est peut-être. Alors nous, on a des outils évidemment d'entretien annuel, mais aussi de people review. Hein, c'est là où on va justement évaluer et comparer les collaborateurs pour dire, bah voilà, il a fait une super année, il est top performer ou surperformer, et donc on peut justifier d'une augmentation supérieure à la moyenne. C'est à se demander si cet outil de people review, à un moment donné, il sera pas en mode self-service, quoi. Hein. Est-ce qu'on ira jusqu'à le mettre en ouverture à tous les collaborateurs où chacun pourra aller voir les décisions prises par les managers ou le top management de l'entreprise? Peut-être qu'on va Bah, arriver à ça dans quelques temps. en tout cas, je pense que là où tu as complètement raison, c'est que ce qui va se passer, c'est comme les entreprises vont devoir justifier leurs décisions de salaire de plus en plus avec l'ère de la transparence. Vraiment, on change de l'ère de la boîte noire à une ère de plus en plus de transparence. Elles vont de moins en moins avoir de discrétionnaire.
Je pense qu'il y a des sujets intéressants là-dedans et la place de l'IA là-dedans, mais on n'a pas trop de temps, mais il y a des sujets fascinants là-dedans. Moins en moins discrétionnaire, plus en plus d'objectifs, plus en plus objectiver les décisions de rémunération et notamment prendre en compte la revue de performance, etc. Et donc, ça va de facto amener beaucoup plus de questionnement autour de, OK, donc vous m'expliquez que j'ai eu 3% parce que c'est à cause de ma décision de de revue de performance. Alors maintenant, vous allez devoir très bien m'expliquer comment j'ai été revu entretien de performance et pourquoi j'ai été jugé aux attentes et pas au-dessus des attentes. Ça va mettre, en fait, le problème, il va partir de la discussion de salaire, mais il va se déporter sur ce qui a justifié ces décisions de salaire. Des revues de performance. À l'embauche, par exemple, la prise en cause du diplôme, c'est intéressant, hein. Il y a une décision de la Cour de cassation récemment qui a dit que le diplôme n'était plus une raison suffisante de différencier les salaires à l'embauche. Ça, les gens, je ne sais pas si vous l'avez vu passer en RH, mais décision récente, le diplôme n'est pas une raison suffisante de différencier le salaire à l'embauche. Il faut montrer que tel ou tel diplôme amène les compétences qui elles-mêmes peuvent être valorisées comme justifiant un salaire différent. Donc vous voyez, tout ce qui va arriver avec cette transparence salariale, ça va être énorme. Alors, il y a une question de Johan sur la comparaison par collaborateur. C'est un bon point. On essaie de faire de plus en plus de collectifs. En même temps, les entreprises comparent les collaborateurs entre eux depuis des années. Donc, il faut partir d'un existant. Nous, on prône pour plutôt de l'évaluation collective. On peut faire les deux, voilà, mais c'est pas évident de passer de l'un à l'autre. En tout cas, évidemment, ça part d'un objectif. Le processus d'ailleurs d'évaluation, il est normalement basé sur des objectifs. Ce qu'on a historiquement très mal fait dans beaucoup d'entreprises. Et nous, on essaie de transformer ça, parce que je pense que sur tous les sujets dont on parle, il y a aussi un sujet de fond qui est la vitesse d'exécution, le temps réel. Voilà. À un moment donné, dans tous les processus RH, on révisait le salaire une fois par an. On faisait une évaluation une fois par an. On définissait des objectifs en début de période qui n'avaient plus aucun sens en milieu de période et a fortiori encore moins en fin de période. Voilà. Donc, il faut qu'on soit dans un processus d'évaluation continue, comme une conversation continue. Voilà. La vitesse du business s'est accélérée, est de plus en plus rapide. Donc, les collaborateurs aussi veulent être évalués rapidement. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de bien définir les objectifs, c'est de bien les réévaluer le plus fréquemment possible, pour qu'on soit pas déconnecté. Voilà, et à partir de là, déjà l'évaluation individuelle, elle sera beaucoup plus performante qu'elle n'est aujourd'hui encore dans beaucoup d'organisations. Et puis après, on pourra aller à un step 2 qui est de dire pourquoi pas faire beaucoup plus de collectifs, puisque c'est la force du collectif qui va nous rendre aussi plus performants en tant qu'entreprise. Et je pense que ce qui est intéressant, si je vais complètement dans ton sens, en fait, Chris, c'est par rapport à la question du Johan, c'est qu'en théorie, il ne faut pas se comparer les uns les autres. En théorie, l'entreprise doit dire, moi, voilà ce que j'attends de toi, Johan. Par ailleurs, tu es sur ce poste-là que je valorise par rapport à des données marché entre temps et temps. Donc, je vais être capable de justifier chacune de mes décisions sans prendre en compte les autres. Juste, voilà pourquoi j'ai fait tel salaire. Je me suis basé sur telle donnée de marché pour ton salaire d'entrée. Ensuite, tu as eu 4% parce qu'on avait un budget de 3 et on les a alloué le budget en fonction de la performance et tu as vu tel degré. Donc, c'est vraiment individualisé normalement, cette explication. Mais comme le dit Chris, la norme, c'est quand même de regarder les autres quand on le fait. Surtout dans un contexte où plus de transparence, on va dire, attends, mais si je donne à Johan tant, ah mince, comment ça va passer auprès des autres? Et ça, il y a une question intéressante là-dedans. Et donc, je rejoins Claire, ça va. Encore une fois, le sujet du salaire va pas être qu'un sujet de salaire, va déporter beaucoup d'attentes et beaucoup de questions sur tous les autres processus qui amènent au salaire, notamment de revue de performance. Donc, clairement, carrière pass qui est développement des compétences, parcours employeur, parcours employé, mesure du NPS, etc. Tout ça, ça va être vraiment mis sous tension parce que ça va contribuer à des décisions de salaire par la suite. Et derrière, il y a un point qui est intéressant. Et après, je vais peut-être arrêter là-dessus, mais par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure, la question qu'il y avait de Aurélie tout à l'heure. Moi, je me demande si en fait ça va pas en fait éliminer, beaucoup aller vers la globalisation, t'en parlais, ou le collecté collectif des salaires. Par peur de prendre des risques qu'il va falloir justifier et qui peut exposer l'entreprise à des risques de poursuite en justice par les employés, je me pense que beaucoup d'entreprises qui vont, en tout cas au niveau des salaires, être beaucoup dans le collectif. Faire beaucoup moins de différenciation en se disant, en fait, plus on fait des trucs un peu homogènes pour tout le monde, moins on pourra se faire attaquer par les employés sur des potentielles grosses différenciations qu'on aura fait au niveau des salaires. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discrétionnaire et de différenciation qui va se
passer en dehors du salaire. Des bonus exceptionnels, je pense qu'on va en avoir de plus en plus, parce que c'est pas sûr qu'ils soient couverts par le cadre de la loi. Il y a des chances qu'ils ne le soient pas dans la version 1, couverts par le cadre de la loi. Donc c'est bon, on prend des décisions de salaire très homogènes pour pas faire de grosses différenciations qui pourraient nous exposer à du questionnement ou des risques juridiques. Par contre, on va faire des petits bonus exceptionnels à droite à gauche. La distribution d'actions, de stock options, à mon avis, va augmenter pour récompenser les top performers qu'on voudra pas trop mettre en avant dans un contexte de plus de transparence. C'est ça que je pense qui va se passer sur le marché et qui va être compliqué à gérer pour les entreprises qui veulent vraiment faire de la différenciation par la performance. C'est très compliqué parce que ça demande beaucoup de souplesse, hein, beaucoup de compréhension et d'adaptabilité en fait de tous les politiques à chaque cas individuel. C'est-à-dire là où on fait le grand écart, c'est qu'à la fois on doit créer un collectif, hein, on doit de plus en plus se dire on est tous dans le même bateau, on embarque et effectivement on fait pas trop de différence. Et en même temps, les collaborateurs aujourd'hui, ils veulent un parcours individualisé. Enfin, ils veulent vraiment qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur fasse un plan de carrière, voilà, qu'on les reconnaisse par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, il faut jongler en permanence entre les deux. Donc, c'est pas simple hein, quand on est dans une grande entreprise ou même une entreprise de taille moyenne pour mettre en place des politiques, pour voilà, pour processiser, pour systématiser ça. Donc, je pense que ça veut dire aussi qu'il faut être capable simplement d'avoir beaucoup de souplesse, de plus en plus. Hein, et vous allez devoir avoir aussi des systèmes d'information qui permettent ça, qui n'ont historiquement pas permis. Voilà, mais aujourd'hui, il faut cette configurabilité, c'est un peu voilà, s'adapter à chacun des individus qui forment votre collectif, quoi. 12h13, est-ce qu'on a une dernière question? Bah, Johan, mis en place depuis 15 ans la transparence des salaires et des packages. Mais c'est vrai que j'en avais entendu parler, Johan, chez vous comme étant des précurseurs dans ce domaine-là. Mais oui, en effet, on est d'accord sur ce côté. Ben, c'est ce que disait Chris. De toute façon, l'individualisation pour faut pas avoir un nivellement au milieu un espèce de nivellement par. J'allais dire, en fait, c'est un mauvais mot, la médiocrité. Mais en fait, de se dire, on peut pas faire des écarts individuels parce que on a peur de prendre un risque, on a peur de mettre en avant ce top performer parce que les autres risquent d'être jaloux ou frustrés. Mais je suis d'accord, moi, Johan. C'est pas la meilleure manière de gérer une entreprise où la motivation et la récompense de la performance. Mais je pense que beaucoup d'entreprises vont avoir peur de le faire parce que déjà qu'elles avaient peut-être un peu peur maintenant, elles auront encore plus peur quand elles vont devoir rendre des comptes de chaque décision individuelle potentiellement auprès des autres. Donc moi, je suis un peu inquiet de comment le marché va tourner là-dessus. Ouais, ce qui va être à nouveau vraisemblablement encore peut-être un peu au désavantage des plus grands groupes hein, qui ont plus de process, qui ont plus de peur justement de l'impact que ça pourrait avoir chez eux versus les petites structures et les hors-bord qui se donnent plus de marge de manœuvre. Donc voilà, et qui aujourd'hui est une vraie raison de non-attractivité de certains grands groupes et une préférence des talents pour aller vers les plus petites structures où on s'adapte plus facilement. Voilà, donc il y a aussi un enjeu là-dessus, grand groupe versus plus petites structures. Top, bah, je pense qu'on a fait un bon tour, Virgile. On a eu beaucoup de questions. On est ravis de vous avoir eu. On va tenir nos délais comme d'habitude, pardon. 45 minutes, donc c'est histoire d'être efficace et puis vous permettre de déjeuner sereinement dans les dizaines de minutes qui viennent. Est-ce que tu as un petit mot de fin, Virgile? On était ravis de Non, mais t'avoir. merci à tout le monde d'être venu. Merci pour les questions. Merci à toi, Chris, pour l'invite. On se refait ça rapidement quand tu veux. On était ravis de t'avoir sur ce webinaire et je viens chez vous quand vous voulez. Avec grand plaisir, on fera l'inverse alors. On t'accueillera. Merci à toutes et tous et à très vite. Bonne Au journée. revoir tout le monde. Bonne fin de journée, belle semaine.